Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 21 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors pour cet épisode de Noël, nous allons parler ensemble de la publicité dans l'industrie pharmaceutique. Alors pour cet épisode d'aujourd'hui, je suis avec, comme d'habitude, Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Salut, ça va bien, écoute, content d'être là. Et Mélanie de l'équipe également. Comment ça va Mélanie ? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Et pour parler de ce sujet mystérieux, nous avons avec nous exceptionnellement Arnaud de Verdélan, si c'est bien comme ça que ça se prononce. C'est comme ça, oui. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud, merci beaucoup de prendre le temps de venir nous parler de ton métier au final. Et si tu n'as pas de questions et si tout le monde est prêt, je propose de commencer comme d'habitude par la news. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Amazon. Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'Amazon dans l'actualité récemment ? Non. Eh bien, il faut savoir qu'Amazon... Ah, mais si, y a pas une histoire qu'ils vont faire de la vente de médicaments ou un truc comme ça, là ? Oh, eh bien plus que ça, ils sont beaucoup plus avancés que ça. Alors, il faut savoir qu'Amazon a lancé mardi 15 novembre, Amazon Clinic, une plateforme virtuelle où les utilisateurs peuvent se connecter pour aider à des affections courantes comme les allergies, les affections cutanées, etc. Et donc, il faut savoir qu'Amazon, ça fait des années qu'ils essayent d'étendre leur présence dans le secteur de la santé. Parce que déjà, en 2018, ils avaient acheté, je ne sais pas si vous avez suivi, PillPack. Et donc, PillPack, c'est un site qui sert à la livraison de médicaments sous ordonnance et de comparaison de prix. Donc, ils ont racheté ça et en 2020, ils ont sorti Amazon Pharmacy qui permet aux utilisateurs d'acheter des médicaments sur ordonnance. Ils sont ensuite emparés d'une start-up spécialisée dans la télémédecine, Health Navigator, en septembre 2019, où là, ils pilotent des visites de soins virtuelles pour son personnel d'abord en 2019, avant d'étendre ce service à tout un tas d'entreprises américaines sous le nom d'Amazon Care. Donc cette entreprise va fermer d'ici la fin de l'année au profit d'Amazon Clinic. Il faut savoir que le géant de Amazon, ils vendent aussi des objets connectés, donc un bracelet baptisé Halo qui vise à évaluer la santé physique et mentale des personnes qui portent. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, certaines assurances proposent ce type d'objet à leurs clients pour redonner un peu des réductions si les gens sont plutôt en bonne santé et pas forcément des réductions. Des malus s'ils détectent des mauvaises habitudes. Donc plus ou moins trop les piéger. Et la société a un projet d'acquérir pour 3,49 milliards de dollars, donc ça ils l'ont annoncé le 21 juillet 2022, One Medical, donc c'est une grosse acquisition, pour étendre leur présence virtuelle et du coup également physique avec des cabinets de médecins. Donc ça c'est vraiment c'est quelque chose d'assez nouveau pour Amazon. Et dernier truc, c'est que Amazon, ils ont un avantage considérable pour les sujets numériques, c'est grâce à leur serveur et leur plateforme cloud, c'est Amazon Warehouse Service. Et il faut savoir qu'Amazon a lancé une plateforme qui s'appelle Amazon Health Lake l'été 2021 aux États-Unis, qui est destinée aux organismes de santé et permet de traiter les données de santé de patients grâce à un système d'apprentissage automatique qui transforme les données brutes en informations médicales pertinentes. Donc ça suit les standards de Health Level 7 International, c'est du coup une espèce de standard pour les données médicales. Et ça suit la loi américaine HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, qui régit le traitement des protections de données de santé. Alors tous ces services-là, c'est bien, mais il y a très peu de chances que ça arrive sur le marché européen en raison du RGPD, le Règlement général de protection des données. Et notamment, je ne sais pas si vous avez suivi ça aussi, ça c'était un gros truc, où le Privacy Shield a été invalidé par un juge européen l'été dernier, qui rend impossible le stockage des données personnelles par des entreprises américaines. Donc tout ça, je ne sais pas trop quoi en penser, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est une espèce de géant de la tech qui vient faciliter à outrance probablement tout ce qui est consultation médicale, prise de rendez-vous, acte médical, tout ça. Mais
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est c'est difficile de se positionner parce que d'un côté il y a des énormes avantages et de l'autre il y a des gros compromis pour avoir accès à ces avantages, quoi. Ouais, et puis tu sais pas s'ils font ça juste pour donner des accès plus facilités aux médicaments et un système de santé plus simple, ou Ouais. c'est juste parce qu'il y a de l'argent à se faire et que c'est une autre manière de... Moi, je pense que ça, la réponse, elle est déjà toute donnée, hein. Faut pas, Amazon n'est pas une entreprise philanthrope, hein. Non mais voilà. Après, c'est pas forcément mal, mais en tout cas, c'est clairement pour des raisons business, quoi. Moi, j'avoue, j'ai toujours du mal quand la santé est élevée au rang d'un business. Parce que pour moi, c'est pas... Enfin, voilà. Bah, attends, tu travailles C'est quand un même peu dans notre l'industrie travail, quoi. pharmaceutique. Ouais, mais voilà. Pour moi, je fais du médicament pour soigner les gens. Je fais pas du médicament pour remplir mes poches. Même si, voilà, je suis bien contente d'avoir un salaire à la fin du mois, hein, je le nie pas, mais voilà. Ouais, l'un va pas sans l'autre quand même. Ouais, l'un va pas sans l'autre, hein. Après, bon, ouais, c'est vrai que c'est un débat pas facile. Arnaud, je sais pas si tu as des opinions là-dessus. Non, pas particulièrement. Non, oui, effectivement, c'est des choses à surveiller et c'est plutôt intéressant de voir ce type de développement, mais a priori, le droit européen n'est pas tout à fait compatible avec ce genre de pratique. Mais, du coup, moi, je prédis, vous allez voir que dans plusieurs années, Amazon sera un acteur extrêmement important de la santé aux États-Unis. Ça, c'est quasiment sûr. Ah ouais, c'est bien parti pour, ouais. Alors, si vous avez plus de questions sur ce sujet, je vous propose de passer au cœur du podcast et à l'interview de l'invité. Alors, affaires réglementaires et publicité, pourquoi on en parle ? Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt confidentiel au grand public. Pourquoi confidentiel ? Eh bien parce que contrairement à d'autres pays en France, la publicité pour le médicament sous ordonnance est interdite au grand public. Alors peut-être que tu me corrigeras un peu plus tard, Arnaud, hein. Donc en France, c'est l'État qui est en charge de la sécurité de ses concitoyens. Et il ne peut pas laisser le marché agir pour réguler la qualité du médicament. En effet, contrairement à un paquet de lasagnes, le risque encouru par le patient suite à l'ingestion d'un mauvais médicament est beaucoup plus élevé. Il y a donc une série de contrôles avant que le médicament puisse être commercialisé qui aboutissent à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché qui encadre la commercialisation et la prescription des médicaments avec des règles strictes. Donc la relation entre le public et le médicament est très asymétrique. En effet, le laboratoire qui fabrique, le médecin qui prescrit et le pharmacien qui délivre en savent beaucoup plus que le patient sur le produit qu'il va prendre. Donc le médicament qu'il va prendre. Donc le choix de telle ou telle molécule est laissé au médecin en fonction du contexte thérapeutique du patient et la délivrance est réalisée par le pharmacien. Donc on est bien loin du rayon frais et de la caisse automatique. Vous voyez que c'est bien un produit, le médicament n'est pas un produit standard. Donc pour parler de toute cette histoire de publicité aujourd'hui, on reçoit Arnaud Deverdelan, qui est consultant en affaires réglementaires et en publicité des produits de santé. Alors Arnaud, comment ça va ? Je te laisse te présenter. Ça va bien, merci. Oui, donc voilà, je suis consultant. Moi, je suis pharmacien de formation. Ça fait une petite entre 15 et 20 ans, grosso modo, je travaille dans les affaires réglementaires et quasiment exclusivement sur les sujets autour de la publicité, la communication, des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux également. Voilà, donc en tout cas depuis un peu plus d'1 an, je suis consultant freelance. Donc je travaille principalement avec des acteurs, soit des laboratoires exploitants ou des acteurs du dispositif médical qui veulent sécuriser leurs pratiques sur les documents promotionnels ou justement savoir jusqu'où on peut aller, tout ce qui est du domaine du possible pour justement pas retomber dans la promotion de leurs produits. Alors, du coup, c'est intéressant. Quand tu dis promotion de leurs produits, qu'est-ce qu'on entend par publicité pharmaceutique ? Alors, la publicité, au sens qui est vraiment encadré par le Code de la santé publique, c'est vraiment la publicité pour le produit, pour le médicament en tant que tel. Et le Code de la santé publique est d'ailleurs à la base une directive européenne
donne une définition assez large. Ce qu'on va définir comme de la publicité, c'est littéralement c'est toute forme d'information qui va viser à inciter, ou inciter à promouvoir, prescrire, utiliser le produit, consommer le médicament. Donc dans le code de la santé publique, c'est une définition très large, c'est-à-dire qu'on peut faire rentrer à peu près tout ce qu'on veut une fois qu'on a dit que c'est toute forme d'information. Et en fait, à chaque fois, ce qui doit être regardé, c'est vraiment l'intention de la personne qui émet le message. Est-ce que c'est une intention promotionnelle ou non? C'est quasiment systématiquement, à partir du moment où on dit quelque chose sur le médicament, ça sera considéré comme de la pub. Alors, c'est là où c'est un peu plus subtil. Alors, il y a une phrase de Simone Weil, je l'avais noté. C'est magnifique. Ouais, le raccourci rigolo, c'est quand on dit du bien, c'est de la pub, et quand on dit du mal, c'est de l'information. Exactement. C'est pas complètement faux. Oui, c'est marrant. C'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai non plus. On va dire que ce qui va vraiment être de la pub, enfin, en tout cas, ce qui est par exemple clairement de la publicité, c'est quand un laboratoire pharmaceutique envoie un visiteur médical présenter à un médecin avec ce qu'on appelle un aide de visite, tout un argumentaire pour lui expliquer pourquoi le produit est efficace et tant qu'à faire bien toléré, et que du coup c'est intéressant de le prescrire. Ça, c'est vraiment très très clairement de la publicité. Ce qui va être toujours un peu plus border, c'est les informations où on parle de toutes les thérapeutiques, ou alors on parle plutôt de la santé, mais pas encore du produit, ou on veut parler de son entreprise. Et en même temps, c'est compliqué de parler de son entreprise sans parler de son produit. Et donc voilà, c'est toute une série de cas comme ça où on va pouvoir essayer de catégoriser, d'essayer de considérer dans quel type de communication on peut positionner son support ou son action de communication. Ah oui, c'est chaud, parce que c'est vrai effectivement que quand un gros laboratoire veut parler de, voilà, je sais pas, Sanofi, Servier, peu importe, et quand il veut parler de lui-même, indirectement, il fait de la pub pour tous ses produits, alors. Peut-être. Ouais, on a le cas souvent avec les laboratoires de génériques, par exemple. On a tous entendu des publicités à la télé ou à la radio pour, je vais en citer 3 comme ça, je fais pas de pub, pour Biogarant, pour Mylan. En ce moment, c'est Viatris, d'ailleurs, c'est l'un qui est devenu l'autre. Viatris qui change. Voilà. Par exemple, le changement de nom de Viatris, c'est une publicité auprès du public, et en même temps, c'est vraiment là typiquement une publicité pour l'entreprise. Alors, ils vont faire valoir leur expertise, leur capacité à mettre sur le marché des médicaments de qualité, enfin mais on cible pas un produit. Donc, on n'est pas dans une publicité, par exemple, vraiment produit telle qu'elle devrait être contrôlée par l'agence du médicament. C'est pour ça qu'il faut de la pub sur leur sur l'entreprise, et qu'ils parlent jamais de médicaments et qu'ils essayent de promouvoir leurs bonnes habitudes. Oui, c'est une façon de pouvoir après, c'est une légitimité aussi à se faire connaître en tant que laboratoire, en tant que marque, sans forcément tomber dans des cas où on incite à la consommation d'un médicament, puisqu'effectivement, si c'est un médicament de prescription, ils n'ont pas le droit d'en parler directement auprès du public, ouais. Alors, c'est une très bonne transition. Pourquoi est-il interdit de faire de la publicité pour des médicaments remboursables par la sécurité sociale et ou des médicaments inscrits sur une liste de substances vénéneuses au grand public? Il y a deux choses. Il y a effectivement, voilà, pour être clair, effectivement, pour la promotion auprès du public, c'est ces deux critères, à la fois la prescription, à la fois le remboursement. Le critère de prescription, c'est clairement un critère de protection du public. C'est ce que tu disais en début d'entretien. En France, on est dans un pays où l'État protecteur assume son rôle. Et il faut aussi noter que c'est aussi dans une directive européenne, c'est-à-dire que au sein de l'Europe, il y a vraiment eu consensus sur l'idée que dans tous les États membres, il n'était pas jugé utile que les médicaments de prescription soient promus directement auprès du public. Donc ça, c'est vraiment un des principes communs à tous les pays européens. Et d'ailleurs, si on élargit en dehors de l'Europe, de toute façon, je crois, à part le cas des États-Unis et il me semble la Nouvelle-Zélande, il y a finalement assez peu de pays qui acceptent de la promotion auprès du public pour des médicaments de prescription. Donc la France n'est pas du tout isolée sur ce principe-là. Sur le principe de pas aller vers donc c'est vraiment un objectif de protection de la population et des patients.
Sur le produit de prescription, on est sur une logique un peu différente, qui est là aussi prévue par la directive européenne, mais qui est plutôt laissée à la discrétion des États membres. Et c'est plutôt des logiques de gestion des coûts. L'État finance la sécurité sociale, dont on sait que c'est suffisamment compliqué d'équilibrer les comptes. Quand des produits sont effectivement remboursables, donc potentiellement vont coûter de l'argent à l'État, on estime que c'est pas non plus opportun de faire de la promotion auprès du public. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres pays européens, c'est pas forcément obligatoire. Et en revanche, c'est des logiques qu'on va retrouver aussi, par exemple, pour les dispositifs médicaux, ou quand les produits sont remboursables, parfois ils n'ont pas le droit de faire de promotion auprès certains produits, quand ils sont remboursables, n'ont pas le droit de faire de la promotion auprès du public. Voilà. Et est-ce qu'on considère, du coup, tout ce qui est médecin, etc., comme le public? Alors non, pardon, il faut vraiment distinguer. Il y a des principes qui concernent la publicité auprès des professionnels de santé. Et là, effectivement, dès lors que le médicament a une autorisation de mise sur le marché, le laboratoire est légitime à aller le présenter au médecin ou au pharmacien, en tout cas, pour qu'il le prescrive. Ça, c'est vraiment une catégorie à part, parce qu'on considère, voilà, que justement, c'est... Alors, on pourrait en discuter des heures, mais c'est aussi une façon de faire connaître aux médecins l'innovation. Voilà. Donc là, le laboratoire pharmaceutique a une légitimité à promouvoir ses produits auprès des professionnels de santé. Les restrictions qui existent, c'est vraiment pour la promotion auprès du grand public, le non sachant, le patient potentiel, voilà, qui est peut-être moins à même d'appréhender cette promotion. Et effectivement, alors même cette simple restriction-là, elle peut aussi porter à débat, hein, parce que on est à la fois dans des dynamiques où le patient est quand même de plus en plus acteur de son traitement. Et la question est, est-ce que l'absence de publicité est un frein à l'absence de diffusion d'informations, qui est parfois un argument où il y a eu des tentatives parfois aussi de faire évoluer les directives et par exemple de pas accepter la publicité mais de permettre une forme d'information. Pour l'instant, ça n'a pas été accepté, mais ça peut être Mais de quel type d'information, par exemple? Alors, les discussions n'ont pas abouti, mais c'est vrai que quand on se positionne, par exemple, du point de vue d'une association de patients, c'est quand même légitime d'avoir certaines informations, d'avoir accès à certains savoirs, et puis vraiment de plus en plus, avec l'émergence des patients experts, où le patient est quand même vraiment beaucoup plus acteur de sa santé, et on n'est plus dans des relations où le médecin dit c'est ça qu'il faut prendre et je vous donne pas le choix. Je pense que dans beaucoup de pathologies, des pathologies chroniques ou des traitements un peu lourds, au-delà de l'information bien sûr que passe le médecin à son patient, le patient est de plus en plus en capacité et on demande de challenger, de bien comprendre et de pouvoir avoir un maximum d'informations. Alors après, on considère effectivement que c'est plutôt au médecin de lui passer les informations. Avec Internet et tout ça, on sait très bien que les patients peuvent aller chercher de l'information. Donc ça, c'est des notions qu'on va distinguer. C'est effectivement un médicament, par exemple, faire une AMM. Donc un laboratoire peut laisser le RCP en accès libre sur son médicament, ce qui fait que le patient peut aller chercher cette info. C'est pas la même chose que de faire une pub à la télé parce qu'on a lancé un nouvel antidépresseur, par exemple. Si vous avez vu le film Effet secondaire, vous voyez à peu près ce que ça peut donner la publicité aux États-Unis, par exemple. Super film d'ailleurs. Mais du coup, parce que ça pose une question. Est-ce que c'est justement ce patient expert là, est-ce qu'il est vraiment expert? Est-ce qu'on n'est pas en face avec un effet de Dunning-Kruger, c'est-à-dire j'ai un peu d'informations donc j'ai l'impression d'être expert, mais en fait je suis pas du tout expert. Et est-ce que c'est bien de justement donner plus de choix aux patients? Donc c'est pas le cas aujourd'hui. Là, visiblement, ce que tu disais, c'est que ça n'a pas été passé, mais est-ce que c'est une bonne chose, quoi? Moi, je me pose la question. Parce que ce qu'on entend vraiment par patient expert, c'est vraiment le patient qui a son expérience de sa maladie, qui veut devenir plus acteur de son traitement et qui, au sein de l'expérience qu'il a à travers sa maladie, l'a fait partager à d'autres patients. Ou même maintenant, on montre que les patients ont même un rôle important dans la formation des médecins, dans la prise en compte de leurs symptômes, dans la façon dont on leur parle, dans la façon dont on leur explique les choses. Donc, est-ce que c'est bien, pas bien? Moi, je considère qu'effectivement, c'est en termes de démocratie sanitaire, je remettrai pas en cause l'intérêt du patient expert. Ce qu'on va discuter, c'est plutôt effectivement jusqu'où on laisse de la légitimité à un industriel pour parler de ses produits aux patients. En fait, je pense qu'après, la difficulté, c'est de faire la différence entre informer et promouvoir, quoi. C'est le cœur du sujet. Information, à la limite, information, publicité, c'est des siècles et des siècles de discussions entre le marketing, les affaires réglementaires, entre les entreprises, entre l'État, entre tout le monde.
Et après, moi, comme je dis toujours, si c'était plus clair, je travaillerais moins. Donc, c'est comme les BPF pour nous, quoi. C'est ça. Et alors, rapidement, parce qu'on a un petit peu abordé, est-ce que tu pourrais résumer la différence entre les communications pour les professionnels de santé et du coup, en fait, non. Plutôt pour ceux qui ne savent pas, quelle est la communication, en gros, que les entreprises font aux professionnels de santé? Donc, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ce qui va rentrer dans la communication professionnelle de santé, le canal classique, c'est la visite médicale. Donc, c'est vraiment, j'envoie le visiteur médical, donc qui est déjà une personne qui a des diplômes, qui est formée pour, qui a des documents validés, qui va voir un prescripteur potentiel pour lui présenter les intérêts du produit. Après, il y a tout type de canal qui peut être utilisé. Il y a la présence, bien sûr, sur les congrès. Sur le congrès, le laboratoire a son stand dans la zone commerciale du congrès. Et sur le stand, il y aura, pareil, le personnel qui va répondre aux questions. Il y aura ou présenter des choses. Et après, n'importe quel canal de communication peut être utilisé dès lors que le laboratoire est en capacité de démontrer qu'il parle bien des professionnels de santé. Donc, c'est des choses sur Internet, sur des sites de la communication digitale portés sur des sites utilisés par les médecins, des emailing. En soi, il y a presque pas de, à part les médias grand public, finalement, il y a pas de limitation à ce qu'ils peuvent utiliser en termes d'outils de communication. Et dans ce qu'ils peuvent dire? Alors, dans ce qu'ils peuvent dire, déjà, il y a des limites importantes posées par le Code de la santé publique. Déjà, ils ont le droit de parler d'un médicament que quand il a vraiment l'AMM. Donc, tout ce qui se passe avant l'AMM, si le produit, il y a des essais cliniques, si le produit est en accès précoce, si en accès compassionnel ou que sais-je, en tout cas, tant que l'agence européenne ou l'agence nationale n'ont pas dit OK, go, le produit à l'AMM, et du coup, j'ai un référentiel validé qui est le RCP la notice. Tant que l'AMM n'a pas été octroyé, il n'y a pas de pub. Donc, c'est la première règle un peu forte, déjà. Et après, ensuite, dans une publicité, si je vous fais la liste des règles rapidement, c'est conformité à l'AMM. Donc, que des informations qui sont compatibles avec le RCP, donc l'indication d'utilisation du produit que dans le cas du RCP. RCP, ça veut dire quoi? Enfin, juste. Le RCP, c'est les résumés des caractéristiques du produit. Donc, c'est l'annexe de l'AMM qui synthétise toutes les infos pour les professionnels de santé, grosso modo. Donc, c'est là-dedans qu'on va trouver l'indication validée, les contre-indications, les posologies, les précautions d'emploi, et également un résumé des propriétés, justement des données cliniques validées qui ont servi qui peuvent justifier les propriétés du produit et qui ont servi à justifier de son efficacité pour aller vers l'AMM. Donc, ça veut dire qu'on est dans un cadre déjà assez restreint et bien bordé en termes de communication. Au-delà de l'AMM, il faut aussi intégrer les notions de bon usage du médicament. Donc, notamment en France, là, on est sur des médicaments de prescription, donc la plupart sont remboursables. Donc, la plupart, au-delà de l'AMM, sont passés par les fourches codines de la HAS et de la Commission de la transparence, qui parfois a un avis qui peut diverger des autorités compétentes IMA et ANSM sur les médicaments. C'est comme ça qu'il y a des médicaments qui ont des AMM et qui n'auront pas de remboursement, ou certains qui ont un remboursement mais avec l'autorité de santé qui dit au vu des alternatives disponibles, moi je rembourse le produit que dans une sous-indication. Donc c'est une contrainte aussi qui doit se rajouter auprès du laboratoire, c'est de bien expliquer que certes il a une AMM mais qu'en France la stratégie thérapeutique le positionne à cet endroit et pas ailleurs. Et c'est-à-dire que là le patient a des chances de pas le prendre, du coup en France en tout cas, vu qu'il n'est pas remboursé. Voilà. Et toujours aussi une logique de maîtrise, si a priori, parce qu'après c'est une logique d'accès au marché en France où vous allez à la transparence qui vous donne, qui détermine si vous avez ou non une place dans la stratégie thérapeutique et qui détermine si l'État est prêt à mettre de l'argent dans le produit derrière et qui justifie du coup en vue de la place dans la stratégie thérapeutique, elle va être la population cible. Au vu de la population cible et de l'intérêt du produit, on va déterminer un prix au niveau du CEPS. Si derrière le laboratoire fait une promotion très très large qui va très au-delà de la population, de toute façon, à un moment, le CEPS va se rendre compte que c'est beaucoup trop utilisé et va demander des comptes, en fait. Donc, c'est toute une espèce de cercle vertueux où la publicité a vraiment un rôle également alors qu'il n'est pas le seul, hein. Il y a plein de moyens d'influencer les prescriptions, hein. Mais dans les contenus des documents publicitaires, effectivement, il faut que l'entreprise soit en capacité de démontrer qu'elle est bien conforme à ce qu'a positionné à la fois l'AMM et à la fois la vie de transparence. Le remboursement, c'est un peu comme une chance qui permet un tri intéressant en plus de
par rapport au rapport bénéfice-risque pour le patient, quoi. Enfin, c'est-à-dire tout et n'importe quoi n'arrive pas. Déjà, il y a quand même un filtre assez fort qui fait qu'il y a une AMM, donc tout n'arrive pas sur le marché. Et après, c'est surtout une histoire de, au vu des alternatives disponibles, quels sont effectivement, selon les critères de la HS, quels sont les critères, les produits les plus intéressants. Donc AMM, bon usage. Et puis alors il y a une notion, il y a une notion assez basique qui sont dans les textes, mais qui sont repris du code de la consommation, qui est qu'une publicité peut pas être trompeuse et peut pas porter atteinte à la santé publique. Donc c'est des critères assez généraux, mais surtout le critère qui fait le plus débat, c'est qu'une publicité doit présenter le médicament de façon objective. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas plus subjectif que définir l'objectivité. Et donc, ce qui est en fait demandé à un laboratoire, par exemple, c'est quand il présente son étude, quand il présente son médicament, il ne faut pas qu'il exagère les propriétés du médicament. Beaucoup de l'argumentaire, par exemple, auprès des professionnels, ça va se faire en présentant, par exemple, l'étude clinique pour montrer que le produit est efficace. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment reprendre objectivement les résultats de l'étude, pas faire un focus sur le seul critère qui arrange. Quand on parle de l'efficacité, faut pas oublier de parler de la tolérance. Et voilà, l'idée c'est que le médecin, même si c'est un argumentaire publicitaire qu'on lui présente, ça reste de la publicité et encore une fois, voilà, c'est un exercice de publicité. Il est quand même censé se faire une opinion personnelle et être en capacité de challenger les informations qu'on lui donne et d'avoir une idée la plus objective possible du sur ce qu'on lui présente. De lui présenter. Ouais. Donc au final, c'est quasiment faire plus une formation qu'une publicité, quoi. On forme le médecin au produit et puis après, c'est lui qui est censé se faire sa propre idée du truc, quoi. En fait, c'est un équilibre à trouver entre faut que ça soit le plus complet possible, mais en même temps, dans l'exercice d'une publicité, où parfois ça tient en 3-4 pages, ou une visite médicale, parfois les médecins, déjà quand ils les acceptent encore parce qu'ils n'ont pas le temps, les médecins n'ont pas 1h30 pour que vous leur dérouliez tout le RCP, ça passe parfois en 5-10 minutes, donc voilà, c'est challenger ce genre de choses. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Souvent, les médecins, est-ce qu'ils sont réceptifs aussi à ce genre d'informations et ils ont le temps de prendre le recul par rapport aux données qu'on va leur transmettre. Ça c'est intéressant parce que déjà le secteur a beaucoup évolué et c'est sûr que puis l'organisation des médecins aussi fait leur manque de temps, la démographie médicale, il y a plusieurs facteurs qui fait que et c'est d'ailleurs un challenge pour l'industrie pharmaceutique qu'il y a de plus en plus de médecins qui refusent la visite médicale. C'est pour ça qu'il y a d'autres canaux et d'autres moyens d'influence plus digitaux et d'autres choses qui se développent. Donc ils peuvent effectivement ne pas accepter, ils peuvent puis quand ils l'acceptent parfois c'est très court. Alors les médecins ont toujours un rapport un peu ambigu avec la visite médicale parce que c'est une vieille étude, je crois que c'était la HS à une époque où quand on interrogeait, je crois que c'est de 2001, c'est pas super récent, mais quand on interrogeait des praticiens hospitaliers sur est-ce que eux se sentaient influencés par la visite médicale, ils avaient tendance à dire en majorité non, pas du tout. Et quand on les interroge les mêmes sur est-ce que vous pensez que vos confrères sont influencés par la visite médicale, là en majorité ils répondent oui. C'est quelque chose entre le déni et voilà. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi des grosses différences aussi entre un généraliste et un spécialiste réagissent pas pareil vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique et une femme ou un homme réagissent pas pareil. Ou l'âge aussi. Si je caricature, si vous êtes un spécialiste de mâle de plus de 50 ans, vous êtes plus enclin à recevoir de la visite médicale qu'une femme généraliste de moins de 50 ans. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est marrant ça. Et donc c'est une transition parfaite pour ma prochaine question. C'est du coup, quand on est une entreprise pharmaceutique, quel est le processus classique lorsqu'il veut faire une communication de ses produits, c'est-à-dire de ton point de vue, où est-ce que tu interviens et qu'est-ce que le laboratoire fait par rapport avec toi au final? Alors le processus est assez lourd et complexe, d'autant plus qu'en fait il y a deux référentiels, parce que je me perçois que j'ai oublié de parler de la charte. J'ai parlé du code de la santé publique qui déjà donne aux entreprises les laboratoires exploitants, donc c'est eux qui ont en charge l'activité de promotion. Donc déjà le code impose un certain nombre de choses et donne des responsabilités aux pharmaciens responsables, comme le fait qu'il faut avoir un service dédié au contrôle de la publicité, qui est directement checké par le pharmacien responsable. Il y a des obligations de traçabilité, d'archivage depuis des supports. Et alors en plus, donc ça sont les critères du code. Et c'est rajouter un processus qui s'appelle la charte de l'information promotionnelle, qui est plutôt un dispositif conventionnel qui vient d'une convention co-signée par le LEM et le CEPS, qui donne
qui oblige les laboratoires qui ont une convention avec le CEPS à être certifiés sur la qualité de leur formation promotionnelle. Donc là, c'est tout un dispositif de certification assez lourd, avec beaucoup de processus qualité qu'il faut auditer, qu'il faut rechallenger en permanence. Donc il y a déjà, en tout cas, ça rentre dans un processus qualité assez lourd. Alors pour les auditeurs, c'est quoi le CEPS ? C'est le Comité économique des produits de santé. C'est une autorité qui est chargée de déterminer les prix des produits remboursés, médicaments et dispositifs médicaux également d'ailleurs. Du coup, j'en étais au processus. Et alors là où il y a un gros poteau au milieu du processus, c'est que toutes les publicités, on l'a pas dit encore, mais toutes les publicités, que ce soit auprès des professionnels de santé ou auprès des patients, d'ailleurs si jamais on a le droit d'en faire, si on a des produits non soumis à prescription non remboursable, OTC, voilà, tout à fait. Toutes les publicités sont soumises à une autorisation préalable de l'ANSM qu'on appelle le visa de publicité. Donc déjà, quand on a décidé de faire une pub, la première chose qu'il faut faire, c'est dérouler un calendrier. Regardez, parce qu'en plus, les dossiers au niveau de l'agence de l'ANSM, on ne peut les déposer que sur des périodes définies dans l'année. Donc, il faut faire tout son contrôle interne, s'assurer qu'on peut les poser à l'agence, ensuite attendre 2 mois que l'agence valide, ensuite si c'est validé, éventuellement finir le maquettage et la préparation du support, et seulement ensuite penser à former les visiteurs médicaux, parce qu'ils sont censés être formés au support qu'on leur donne, et ensuite seulement on peut le déployer. C'est-à-dire que moi l'exemple que je prends, et ça date de la loi Bertrand en 2012, où post-Mediator, il y a eu un gros renforcement des contrôles, et jusqu'à 2012, les laboratoires faisaient un contrôle, l'agence faisait un contrôle a posteriori, c'est-à-dire que jusqu'en 2012, le laboratoire faisait son support, il le déposait à l'agence, il l'utilisait, il avait 8 jours pour le déposer à l'agence, et ensuite l'agence intervenait si jamais elle avait quelque chose à dire. C'était chaud. Donc pour un support qui se déposait, parce que les campagnes de visite médicale, les grosses campagnes, elles commencent en septembre à la rentrée, c'est-à-dire que quand on devait déposer à l'agence du médicament son aide de visite qui devait servir au lancement du médicament à la rentrée, on le déposait le 13 septembre, on était détendu. Maintenant, depuis 2012, aujourd'hui, quand ils veulent grosso modo être sûrs d'avoir leur aide de visite pour le 1er septembre et le lancement de leur campagne, il faut le déposer entre le 5 et le 25 avril à l'ANSM. 5 et 25 avril pour l'avoir en septembre. Voilà, parce qu'il y a 2 mois d'évaluation, qu'il y a l'été entre-temps, qu'il faut aussi, c'est un aide de visite le temps que l'agence de communication, enfin l'agence qui développe l'outil électronique pour la tablette, le temps qu'elle le développe, ça prend pas 3 jours, plus le temps de former les visiteurs médicaux, plus il se passe rien au mois d'août, égale 4 à 5 mois d'anticipation pour certains supports. Donc c'est sûr que c'est extrêmement lourd. Donc notamment quand on est en train de préparer le lancement d'un médicament, il y a déjà beaucoup d'incertitudes liées à quelle date il va passer, à quelle date l'agence européenne va m'octroyer mon dossier, à quelle droite la Commission européenne va valider, ensuite la HS c'est long, voilà. Et dans tout ça, faut rajouter les contraintes du fait que par exemple pour de la publicité auprès des professionnels de santé, il y a que 4 créneaux dans l'année pour déposer ces dossiers. Donc c'est vraiment beaucoup d'anticipation pour les laboratoires. Et s'il y a des quand on dépose le dossier, c'est oui, non, faut que le dossier il soit 100% conforme, ou ça veut dire qu'ils évaluent en disant ça vous corrigez et vous acceptez? Est-ce qu'à partir du moment où ils déposent, est-ce qu'ils peuvent faire des ajustements en fonction des remarques pour avoir le délai, ou ils peuvent avoir un nom de recevoir et puis ils attendent la fois d'après? Alors normalement le principe effectivement c'est un système d'autorisation, donc c'est oui et non. Et en sachant qu'effectivement, c'est un système vraiment d'autorisation préalable. Donc, si on vous a refusé un support, donc l'agence doit motiver pourquoi elle refuse le support. Il suffit pas d'avoir corrigé pour diffuser. Il faut vraiment retourner à l'autorisation pour vraiment avoir une autorisation formelle. Maintenant, en pratique, au grand public, par exemple, vraiment l'agence a tendance à faire des corrections parce que ce sont des choses un peu subtiles. Enfin, voilà, c'était plus. Voilà, je crois qu'il y a la moitié des dossiers passent avec des corrections, et dans le bilan d'activité de la NSM de l'année dernière, on voit qu'il y a donc déjà il n'y a pas tant de supports que ça qui sont refusés. Sur 9000 dépôts, il y a eu 6% de refus, 6,5 je crois, et 6% nombre de cas où ils ont fait des corrections. Donc a priori, c'est que ça doit être des ajustements mineurs et qui considèrent que c'est que c'est possible d'autoriser le dossier. Mais là, c'est-à-dire qu'en cours de période d'évaluation, le laboratoire a peu de temps pour ajuster son contenu, et que si la correction est faite, là, il ira vers l'autorisation. Mais c'est une minorité de cas. En fait. Du coup, l'air de rien, les règles sont quand même assez claires. S'il y a que 6% de refus, ça veut dire que tout le monde sait un peu ce qu'il faut faire, quoi. Alors, les règles sont claires, oui. Alors surtout,
on a un historique de contrôle, c'est-à-dire que le contrôle, même si l'autorisation préalable c'est que depuis 2012, en fait l'encadrement de la publicité des médicaments, historiquement même il remonte à 41. Alors on n'était pas nés, mais en tout cas ça fait un certain nombre de temps que les laboratoires sont avant, jusqu'en 2012, il y avait une commission de publicité, les règles étaient relativement connu, et quand on est passé en contrôle a priori, on aurait pu penser que les laboratoires se désengagent un peu du contrôle en considérant qu'au final ils déposaient et qu'ils verraient bien ce qui ressort de l'annonce. Sauf que les contraintes de dépôt sont tellement lourdes et l'attente est tellement lourde que de toute façon les laboratoires ont aucun intérêt à se désengager de l'autocontrôle qu'ils sont censés faire avant de déposer. Mieux vaut que ça soit parfait, ouais. Voilà. Donc au final, effectivement, quand on compare le taux de refus aujourd'hui, même si on compare, si on additionne correction et refus, on est à 13%. En contrôle a posteriori, je crois qu'il y avait 15% de mise en demeure de dossier, donc on n'est pas, on est à peu près dans les mêmes taux. Donc effectivement, les laboratoires ont vraiment montrent effectivement qu'ils sont toujours en capacité d'avoir un vrai autocontrôle sur leur support. Parce que c'est aussi ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a les contraintes de l'agence imposées par le code, ses autorisations, ses délais à attendre, avec des risques de sanctions financières, par exemple, si on les respecte pas. Mais il faut quand même rappeler que c'est de la pub, et comme de la pub dans n'importe quel secteur, le premier souci à régler, c'est son concurrent. Hein. Donc de toute façon, un labo a aucun intérêt à sortir un peu des clous, parce que si c'est pas l'agence qui lui dit, c'est le concurrent qui va se rappeler à lui. Ah, d'accord, ok. C'est que s'il respecte pas la réglementation et que l'agence ne l'a pas vu au moment de son contrôle, le concurrent va faire interdire la publicité. Par exemple. D'accord. Oui, donc il y a plusieurs moyens de régulation en fait du système. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on a une petite idée du nombre de demandes que l'agence reçoit par an ? Oui, on a, c'est public dans le rapport d'activité de la NSM. L'année dernière, sur l'année donc 2021, il y a eu plus de 9000 demandes, ce qui est plus que les années. Déjà, l'année 2020 était particulière à cause du Covid, et c'est la première année où il y avait un peu moins de demandes. Mais traditionnellement, c'est sur le médicament, grosso modo, 10 000 dossiers par an. Il y a entre 8 000 et 9 000 en publicité professionnelle de santé, et entre 1 000 et 1 500 en publicité auprès du grand public. Il y a beaucoup de dossiers auprès du grand public parce qu'effectivement, ça n'est réservé qu'aux produits OTC. Donc, mécaniquement, il y a beaucoup moins de produits qui sont éligibles à la publicité grand public. Ok. Et donc, qu'est-ce qui rend tout cet exercice difficile ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on fait appel à toi ? Alors, ce qui rend l'exercice difficile, il y a deux choses. Enfin, il y a déjà la première chose. Souvent, la première question que va se poser un laboratoire, c'est qu'est-ce que je peux faire qui ne resterait pas de la pub ? C'est par exemple, j'ai un produit de prescription. Donc je peux pas le promouvoir auprès du public. Maintenant, je veux quand même un peu faire des choses auprès des patients. Donc je ferais bien un petit outil pour les patients qui utilisent le produit, un petit outil de bon usage. Est-ce que je peux le faire ? Ou alors je ferais bien une campagne de disease awareness pour autour de la pathologie, parce que là mon produit sort dans une pathologie qui est pas très connue, où on sait même qu'il y a des patients qui passent à côté des traitements parce qu'il y a un sous-diagnostic ou voilà. Donc jusqu'où je peux aller dans une campagne par exemple de disease awareness pour que ça soit acceptable et que je me fasse pas retoquer de publicité indirecte pour mon produit. Ah, c'est trop intéressant ça. Ça veut dire qu'en fait si un laboratoire par exemple fait fait de la formation sur une pathologie, au final il dit par exemple, je sais pas moi, ce laboratoire regardez tout ce qui se passe sur cette maladie, et là du coup ça compte pas comme... Ouais, au final, ça va, ça passe, ça. Ouais, si c'est une information sur la santé humaine ou les maladies humaines sans référence directe ou indirecte à un médicament, ça sort du champ de la publicité pharmaceutique. Mais finalement, c'est un peu ce qu'on fait nous, Paul-Adrien. Quand on parle des problématiques sur les process qualité, on parle pas de nos outils, on parle de la maladie. Non, mais c'est vrai, et du coup, ça permet aux gens de se dire, tiens, eux, ils en parlent, ça veut dire qu'ils ont peut-être des solutions, et donc là, dans le cadre d'un médicament, quoi. C'est un peu de la publicité détournée, non ? C'est une information sur la santé, et puis après, c'est recadré par l'idée qu'il faut demander son avis au médecin. Oui, bien sûr. Ouais. On n'est pas censé, effectivement... Puis ça doit être une information un peu générale. C'est un laboratoire, par exemple, qui a des produits dans le diabète, il peut faire une information sur le diabète et dire que l'insuline est utile dans le diabète, parce que des insulines, il y en a 40 sur le marché, qu'on peut dire que c'est la sienne. Voilà. C'est ce que j'allais dire. La plupart des arsenals thérapeutiques, on a plusieurs médicaments. Donc en fait, si
ils parlent de la maladie, ils sont pas sûrs qu'après ils aient un bénéfice à leur niveau personnellement parce que c'est leur traitement qui va être utilisé. Oui, mais c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Mélanie. Si c'est eux qui parlent de la maladie et qu'ils en parlent suffisamment fort pour, en gros, que leur nom soit retenu, quand tu cherches la solution, tu vas penser à eux plus qu'à un autre. Oui, voilà. Encore une fois, c'est autorisé dans les textes. Après, on sait bien que c'est pas une entreprise philanthropique non plus, hein, mais et en même temps, ça participe aussi à la connaissance du public de certaines pathologies. Il y a des pathologies un peu plus déjà, il y a des pathologies très connues pour lesquelles on n'a pas ces besoins-là. Quand on est sur des pathologies un peu plus rares ou qu'il se passe effectivement une innovation qui justifie que certains patients puissent bénéficier de certains nouveaux traitements, ça peut être déjà un peu plus intéressant aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, donc pour revenir à du coup ce qui est difficile, donc là tu disais voilà si on veut faire des trucs borderline. Voilà, cette première limite effectivement, en général voilà beaucoup de questions, c'est est-ce que c'est de la pub, est-ce que c'est pas de la pub, parce qu'effectivement si on est requalifié de pub alors qu'on n'avait pas compris, on prend des risques de sanctions financières par exemple. Et puis après effectivement c'est bien appréhender les textes parce que en soi voilà ce qu'il y a dans le code de la santé publique c'est respect de l'AMM et objectivité, donc ça tient sur peu de choses. En pratique, quand on fait une brochure, qu'on a un essai clinique, c'est qu'est-ce que je présente, qu'est-ce que je dois mettre en exergue, qu'est-ce que je dois pas mettre en exergue. En termes d'information de sécurité, l'agence a des attentes assez précises de qu'est-ce que je dois mettre comme effet indésirable, qu'est-ce que je dois mettre, est-ce que je mets toutes les contre-indications, sur quel type de support. Voilà, en fonction de la nature du support, de problématiques autour du produit, de ce qu'a pu en dire la Haute Autorité de Santé, donc est-ce qu'il y a des restrictions supplémentaires liées à la stratégie thérapeutique, il y a vraiment tout un certain nombre d'informations qu'il faut inclure, présenter correctement. Avec les supports digitaux, on s'est posé plein de nouvelles questions sur la façon de présenter les informations. Donc ouais, tout cet exercice-là, effectivement, qui est un peu complexe pour les laboratoires, et puis souvent en plus dans des calendriers un peu resserrés, parce que si le marketing a sorti son projet à 15 jours de la période de dépôt, on a 15 jours pour tout faire rentrer dans les clous, et c'est un peu un peu challenging parfois. Et du coup, tu travailles souvent dans l'urgence ? Disons que quand on est à l'approche des fins de période de dépôt, donc oui, 4 fois dans l'année, en général, on a 4 petits rushs, 4 gros rushs en fonction de l'organisation dans l'année, oui, c'est sûr. Hein. Et alors, c'est quoi ta méthode pour évaluer un support commercial ? Alors finalement, comment t'abordes ça ? J'ai pas de méthode. Non, ça se fait beaucoup au feeling. Non, en vrai, je sais pas. Enfin, je saurais pas forcément décrire une méthode, et tout, notamment, c'est-à-dire que c'est tellement support dépendant, produit dépendant, et encore une fois avec une approche qui tout en étant censée être objective est toujours assez subjective en fait. On n'a jamais été en capacité de faire genre la checklist où il y a des choses que tu peux mettre en checklist parce que par exemple il y a des mentions obligatoires, donc ça effectivement tu peux avoir la checklist avec bien t'assurer qu'il y a toutes les mentions qu'il faut, mais après basiquement c'est pas vraiment sur ces choses-là qu'on est refusé, c'est plutôt sur l'impression générale que va laisser le document, en tout cas à chaque fois il y a une approche au cas par cas. La seule chose que je peux dire c'est que finalement il y a une vision parfois du contrôle de la publicité où on est très effectivement dans du contrôle d'information. C'est dans le document il y a l'indication qui doit être mentionnée, donc je vérifie ligne à ligne si l'indication est bien la même. Ça c'est effectivement l'approche un peu basique. Après c'est pas forcément ça qui va poser le plus de questions. Moi j'ai toujours quand j'apprends le document, en général, je le survole très rapidement en me disant mais qu'est-ce qu'ils veulent dire. Du coup, je me fais une première idée, parce qu'il faut toujours se rappeler que de toute façon, en visite médicale, ça risque de passer en 5 minutes. Hein. Personne ne lit ligne à ligne, référence à référence le document. Et en même temps, ensuite, pour que ça soit accepté, il faut vraiment que toutes les allégations aient la bonne référence, que quand on présente une étude, il y a un certain nombre de données qui soient vraiment présentées. Donc, il faut à la fois avoir une approche très générale et comprendre ce qu'ils veulent dire et où il peut y avoir un biais, et ensuite rentrer dans le document de façon beaucoup plus méthodique pour s'assurer que toutes les informations sont conformes. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au final, tu dis c'est un peu subjectif. Faut essayer de lire entre les lignes et à côté de ça, donc finalement, on a 6% de déchets parce que la subjectivité, elle est aussi au niveau de l'évaluation par les autorités au final. Fort heureusement avec l'expérience, il y a parce que je vous ai dit oui dans le code de la santé publique il y a 3 lignes. Bon.
avec l'expérience, l'agence du médicament a quand même émis des recommandations, ce qui fait que par exemple pour certains sujets un peu récurrents, comme la présentation des données de sécurité, la présentation de l'indication, même la présentation de certaines études cliniques, il y a quand même un peu des guidelines dont on arrive à s'inspirer. Les laboratoires partagent de l'expérience entre eux. Il y a par exemple l'association qui s'appelle l'AFAR, où les personnels en affaires réglementaires, par exemple, peuvent s'échanger des informations. Voilà. Donc il y a des groupes de travail qui existent. Donc il y a certaines choses qui font consensus. C'est chaque fois, voilà, il y a après toujours chaque projet est quand même toujours un peu différent. Les études cliniques sont pas toutes montées pareil. Enfin voilà, c'est et puis après c'est toujours en fait le différentiel entre ce que pensait avoir le laboratoire quand il voulait avoir l'AMM, enfin la vision qu'a le laboratoire de l'intérêt de son produit versus la vision qu'ont les autorités de l'intérêt du produit, et c'est parfois là où ça se recouvre pas parfaitement. Ouais, ça c'est marrant ça. Et donc, si jamais, est-ce que tu aurais en tant que consultant, est-ce que tu aurais des conseils au laboratoire pour améliorer leur processus ou des erreurs à éviter, par exemple? Le conseil qu'on donne à chaque fois, c'est vraiment la capacité à anticiper les choses et surtout la capacité à bien communiquer entre les services marketing ou médical qui vont peut-être initier un besoin de préparer un support et le support réglementaire. Parce qu'effectivement, maintenant qu'on a toutes ces contraintes enfin maintenant, ça fait 10 ans maintenant, mais avec toutes ces contraintes liées au dépôt, toutes ces règles un peu spécifiques, c'est indispensable que le réglementaire ait eu le temps de regarder, et puis surtout que le medical marketing part pas dans une mauvaise voie, il perd beaucoup de temps. Donc c'est vraiment, je pense, la communication qui est vraiment importante entre ces services-là, notamment puis sur les projets un peu particuliers. Là, il y a beaucoup de questions, par exemple, qui vont s'être posées autour du digital. Qu'est-ce que je peux faire sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je peux faire avec Internet et des emailing, à toutes les approches omnicanales, par exemple. C'est vraiment très très important qu'on ait bien balayé ce que voulait faire le marketing, quel type de support, quand est-ce qu'il voulait les diffuser, comment va se dérouler la campagne. Et parce que voilà, ce qui crée des difficultés dans les entreprises, c'est quand le réglementaire arrive à 15 jours de la fin en disant je suis désolé, ça va pas être possible. Là, c'est sûr que quand ça fait 6 mois que les équipes travaillent sur le projet, on a une petite crispation. Ou l'autre, et en général le réglementaire fait ça parce que si le réglementaire ne fait pas ce travail-là, c'est l'agence qui va le dire 15 jours plus tard, ou un concurrent qui va le dire 2 mois après, avec voilà, encore une fois, toutes ces campagnes sur certains supports sont quand même assez coûteuses, plus les enjeux de réputation. Par exemple, un laboratoire qui prend une sanction financière, non seulement donc ça peut lui coûter 200 000, 300 000 euros, voilà, et en plus pendant un mois il a sa décision qui est sur l'agence du médicament, et c'est en termes d'un point de vue image, c'est assez pénalisant. Voilà, ça fait jamais bien. Hein. Donc, on n'aime jamais avoir son injonction de la NSM publiée, rendue publique, quel que soit le domaine d'expertise. Un truc qui m'a interpellé, c'est quand tu disais les approches omnicanaux. Donc, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, on décide de faire une communication sur un produit, et on va voir le jeudi 24, on va mettre ce message sur Facebook, ce message sur Twitter, ce message sur machin, ce message sur LinkedIn, ce message à la télé, et tout ça. Et du coup, toi, tu reçois un dossier complet de tous les messages sur tous les différents réseaux sociaux qui veulent poster avec les différentes dates, etc. Ouais, alors du coup, pour la publicité auprès des professionnels de santé, c'est pas tellement sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas le droit, mais c'est effectivement, c'est des approches, oui, où on sait qu'à tel congrès, il y aura tel événement, où du coup, on va envoyer tel mailing, ou sur tel site d'information scientifique, on va passer une bannière parce qu'on renvoie un événement. Enfin, voilà, c'est effectivement, c'est en soi, c'est ce que je trouve toujours aussi vraiment très très intéressant, c'est que même si c'est du médicament, comme je disais, c'est pas des paquets de pâtes, et en même temps, dans les techniques de marketing, on peut vraiment faire plein de choses. D'ailleurs, je dis qu'ils font pas de réseaux sociaux, mais ils font pas de réseaux sociaux pour la promotion des produits, mais il y a plein de choses qui se font en réseaux sociaux, en disease awareness, en quiz avec les médecins. Il y a plein de choses qui se font. C'est en soi assez intéressant. Donc c'est vraiment que la réglementation vient complexifier les choses, vient encadrer ça parce que c'est du médicament, parce que c'est effectivement particulier, et en même temps ça laisse beaucoup de possibilités au marketing, au médical, d'imaginer des choses pour voilà, d'une façon différente de toucher les médecins, et aussi de les intéresser, et de faire connaître les produits ou des thérapeutiques innovantes.
intéressant aussi. Donc alors toi Arnaud, comme on l'a dit tout au long de ce podcast, tu as ton entreprise, donc tu bosses donc tout seul, c'est ça? Et donc qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ton entreprise? Comment tu fonctionnes? Non, ce qui s'est passé, je pense que, indirectement, c'est le Covid, je pense, qui a changé aussi ma façon d'appréhender la façon dont je travaillais. Tout le début de ma carrière. J'ai rechallengé aussi le fait d'habiter Paris, qui a à un moment pu être un choix. Et voilà. Donc en 2021, j'ai fait le choix de démissionner du poste où j'étais auparavant à l'Ordre des pharmaciens, de quitter Paris. Et le fait d'être auto-entrepreneur et de travailler à mon compte, ça me permet effectivement de travailler à distance et de travailler depuis les provinces dorées de la France. Et voilà, c'est à la fois un choix, c'est presque plus finalement un choix personnel qu'un choix professionnel. Ouais. Mais depuis un an, je prends vraiment beaucoup de plaisir à cette nouvelle organisation. Donc voilà, c'est un peu un saut dans le vide quand on a été salarié et même quasiment fonctionnaire, parce que j'ai quand même été salarié 15 ans du public. D'un seul coup, on devient entrepreneur. C'est un peu une autre culture, mais c'est une autre façon de travailler, mais ça a quand même beaucoup d'avantages. Et donc, tes clients viennent te chercher, parce que moi, je t'ai découvert, je te le cache pas, par LinkedIn, où tu postes très activement d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent. Si vous voulez plein d'informations intéressantes, pas forcément que sur la publicité, parce qu'Arnaud poste sur tout un tas de choses, et surtout très intéressantes, donc sur LinkedIn. Donc, abonnez-vous, allez suivre Arnaud de Verdellan. Et donc, est-ce que c'est comme ça que tu trouves tes clients? Comment ça se passe, les relations? Ouais, c'est effectivement LinkedIn a permis à des personnes de me repérer. Sinon, le milieu affaires réglementaires pharma est pas si énorme que ça. Donc, j'ai quand même été 7 ans référent publicité à la NSM. Du coup, il y a des gens qui m'ont connu comme ça et qui me connaissent encore comme ça. Et puis LinkedIn fait le travail complémentaire et puis moi, c'est effectivement c'est parfois parce que je poste pas toujours que des choses sérieuses et voilà, ça fait partie des choses qui me plaisent bien dans l'auto-entreprise, c'est aussi d'être libre de communiquer ce que je veux sur LinkedIn, repartager des publications qui m'intéressent. Je peux pas dire que c'est un vrai travail de veille, parce que ça, j'ai pas envie de le faire, ça devient trop une contrainte, mais effectivement, quand je vois quelque chose qui m'interpelle, de le partager, voire de donner mon avis, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, je reconnais que aussi, moi, LinkedIn est une grosse source d'information. C'est quand même un réseau social assez génial pour partager des infos, et j'apprends aussi plein de choses sur LinkedIn. Donc, faut juste décrocher une fois de temps en temps. Par exemple, sur LinkedIn, tu avais fait une publication extrêmement intéressante qui nous intéresse aussi, Arnaud et Mélanie. Donc, il a posté, Arnaud, une décision de la NSM sur les sanctions liées aux ruptures. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu as de ton opinion là-dessus? Alors, c'est pas vraiment mon opinion. Effectivement, les sanctions financières, c'est un pouvoir que peut prendre l'Agence du médicament depuis 2013 sur tout un tas de manquements au code de la santé publique. Par exemple, il y a les sanctions financières en publicité qui ont concerné des laboratoires, par exemple, qui avaient diffusé des publicités non autorisées ou non conformes à ce qui avait été autorisé. Là, on sent effectivement toutes les dernières sanctions financières qu'a publiées l'agence sont quand même très souvent autour des pénuries, de la gestion des ruptures d'approvisionnement par les laboratoires. Donc c'est tous les laboratoires qui ont des produits qu'on appelle ce qu'on appelle les MITM, donc les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, où pour le coup, quand il y a une rupture d'appro, il y a des conséquences qui peuvent être graves pour les patients. Et c'est vrai que les laboratoires, alors c'est un vrai enjeu, une vraie contrainte, est-ce que le fabricant, quand on n'a plus qu'un seul fabricant de principe actif, sur des produits anciens, pas très chers, il y a beaucoup de choses à dire sur les ruptures, les causes des ruptures, et beaucoup de pharmaciens qui s'en plaignent et de patients qui s'en plaignent, bien sûr. Et ce qui est demandé vraiment aux titulaires d'AMM, aux exploitants, c'est une gestion vraiment au cordeau de ce genre de situation, d'avoir des stocks, de surtout de bien communiquer à l'agence. Et ce qui était intéressant, il y a 3 décisions qui sont sorties en même temps, et à chaque fois c'est le même grief, c'est d'avoir communiqué trop tardivement à l'agence sur le fait qu'on allait avoir un souci. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si j'avais bien analysé le message par rapport aux sanctions, c'est pas qu'ils étaient sanctionnés parce qu'ils étaient en rupture, mais ils étaient sanctionnés parce qu'ils n'avaient pas suffisamment tôt relayé l'information
où ils n'étaient pas suffisamment sûrs de leur situation ou de leur stock et tout ça. Ce qui est sûr, c'est oui, ça c'est pas tellement le fait de pas avoir pu produire, parce qu'il y a un état de contraintes qui peuvent légitimement, d'une certaine façon, conduire à une situation. Je pense qu'aucun industriel est content d'être en rupture de son produit. En revanche, le fait est que ce qui est reproché, c'est il y a par exemple pour les MITM, effectivement, il faut déjà avoir bien identifié qu'on a un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. Et il faut avoir mis en place un plan de gestion des pénuries, ce qu'on appelle le PGP, où effectivement il faut avoir envisagé un certain nombre de choses sur sa gestion de stock, sur les contingentements, et à chaque fois c'est plutôt un défaut de maîtrise dans la gestion de la rupture que la rupture en tant que telle, qui est passible de sanctions financières. Et du coup, 90 000 à 255 000 euros d'amende, donc c'est pas rien quand même. C'est pas rien. À chaque fois, donc le principe des sanctions financières, c'est de prendre des sanctions qui sont proportionnées au chiffre d'affaires France hors exportation. En général, c'est 10 ou 30%, ça dépend de la nature des manquements, avec une limite à 1 million d'euros pour les personnes morales. Donc voilà, là effectivement, c'est selon les situations, les chiffres d'affaires des produits. Puis la NSM a des lignes directrices qui fait qu'en fonction de la situation, elle ajuste la sanction financière. Mais oui, 250 000 euros, ça commence à être une sanction importante. Ouais. Donc du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, ça peut être un levier, comme je disais, un levier pour demander de l'aide quand on est à l'ACU, aussi bien fournisseur qu'opérationnel. Si jamais, surtout si vous traitez avec des MITM. J'ai eu le cas et un jour, on était en difficulté de production d'un MITN à cause des ruptures de stock sur des filtres. Et du coup, vous avez contacté la NSM ? Je vais dire plutôt qu'on a trouvé une solution au niveau du fournisseur de filtres quand on lui a dit que c'était un MITN et que justement, si on n'était pas capable de produire et qu'on n'avait pas de filtre, on serait en devoir d'informer la NSM de risque de rupture. Et là, du coup, il s'est démerdé pour vous enfiler. En fait, après, on était en tension sur plusieurs filtres pour plusieurs produits et on lui a informé que celui-là, c'était un risque, un produit majeur, un MITN. Donc celui-là, s'il nous fournissait pas, je sais pas, je me souviens plus tel quel, mais imaginons, on disait, il nous manque 10 fils pour produire, mais sur les 10 fils, il faut absolument que vous nous en fournissiez un, parce que là, on est en risque de rupture avec alerte à la NSM. Les autres, on se débrouillera, c'est juste qu'on pourra pas produire, mais c'est pas des produits d'intérêt thérapeutique majeur, voilà. Donc là, le fournisseur, il a fait l'effort de pas nous fournir les 10, je donne l'ordre de grandeur, mais au moins de nous fournir celui qui nous manquait, quoi. Et du coup, Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton intervention, ou t'es content ou... Moi, Moi, j'ai envie de conclure. J'espère, je sais pas s'il y a des étudiants ou des futurs étudiants en pharma qui nous écoutent, mais on parle beaucoup aujourd'hui du manque d'étudiants et de la pénurie d'étudiants en deuxième année de pharma, mais bon, ça peut permettre aussi à des gens qui réfléchissent à leur avenir dans le monde de la pharma, montrer que c'est pas que l'officine, ou c'est pas que l'hôpital, ou c'est pas que l'industrie, et qu'il y a d'autres, que le métier de pharmacien est très varié, et qu'en fait il y a plein de choses possibles, et on peut toujours trouver quelque chose qui nous intéresse. Ouais, c'est clair. Non, et puis moi ça a toujours été une passion entre guillemets, la publicité, parce qu'au sein des affaires réglementaires, c'est à la fois quelque chose d'assez réglementaire et en même temps très scientifique, où il y a toujours de l'innovation parce que il y a des nouveaux supports. On suit aussi l'actualité des produits, donc j'avoue que j'ai toujours trouvé le domaine de la publicité vraiment intéressant. Et puis le fait que ça soit super cadré, du coup, ça invite les gens à être assez ingénieux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont leur cadre, et c'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en plus de tout ça, quoi. C'est toujours la façon dont on apprécie la contrainte. Est-ce que c'est un challenge ou est-ce que c'est un frein ? Voilà, vous avez 3 heures. Il y a la contrainte, et puis il y a aussi comment se démarquer au sein des professionnels de santé. C'est comme c'est hyper cadré, faut amener le message d'une autre manière, et pour qu'on soit retenu par rapport aux autres. Bon, Arnaud, comment est-ce que si les gens qui t'ont entendu veulent te contacter, aussi bien pour des questions d'ordre sur ta procédure, si c'est des étudiants ou si c'est des laboratoires pour travailler avec toi, quel est le canal privilégié ou les canaux privilégiés pour te contacter ? Écoute, LinkedIn marche très bien.
Voilà, ça me fera des abonnés en plus. Donc, non, vraiment, le LinkedIn avec plaisir. Arnaud de Verdelan sur LinkedIn avec Verdelan, Verdelan. C'est ça. Voilà. Et bien, en tout cas, merci beaucoup, Arnaud, d'être venu nous parler. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci pour l'invitation. Ciao tout le monde. Merci, ciao.